L'horreur est dans le creux de nos mains. Elle jaillit dans la lumière, celle, fragile et bleue, de nos téléphones. Et si nous y sommes sensibles, elle ne nous pénètre plus. Elle glisse sur nos cœurs, car nos cœurs savent qu'il existe un quota journalier d'émotions à absorber, à ne pas dépasser par peur de rejoindre ce fou, Al-Majnoun, exilé par le monde, car hurlant, comme hurle l'enfant, son refus d'un culte de la rationalité, régi par la soif sans horizon du pouvoir et de l'opulence. Alors, on passe à la suivante, puis à une autre, sans déplacer le regard, agrafé à nos paumes éclairées. Maintenant surgit l'émerveillement, capable de réparer notre foi en ce que nous pouvons créer de beau, seuls ou unis, au détriment de personne, ni objet, ni vivant, ni mort. Ensuite vient la curiosité, mal avisée, mais de nos jours convenus, qui, par procuration, nous pare des atours dont une vie parfaite pourrait être affublée. Puis arrive le désir, celui d'assouvir un besoin insoupçonné de consommer ce qui, incontestablement, et dès lors qu'il s'offre à nos yeux, nous semble évident de nécessité. Et rebelote. Massacre, beauté, divertissement, publicité calibrée, et rebolotum. Chaque image glisse et laisse ses traces ailleurs, des hématomes dans nos mémoires, des entorses à notre pensée, des noirceurs maculées dans nos rêves d'autres mondes. Et si l'on s'accorde ici sur les rôles des personnages, le cœur performant l'hôte des affects profonds, seul un d'entre eux y règne, introduit par effraction, souverain autoproclamé d'un peuple d'émotions asséchées de leur substance. Il se donne plusieurs noms, héritier d'une lignée de nuances insipides, frère de la résignation et parent du désespoir. Mais celui que l'on retient, déployant son empire chez nombre d'entre nous, est celui d'impuissance. L'impuissance est l'épilogue infranchissable d'un conte qui a pris naissance bien avant ces mots, bien avant ces parchemins infinis d'images déroulées sur nos téléphones. Relater sa genèse supposerait de regarder le monde et de le raconter. Mais regarder le monde est un vertige, et le raconter une épopée sans temps, aux mille variantes quant à l'étoffe dont se drape le voile ôté de la vérité imaginaire. Elle est un point final, ne cédant suite à aucun chapitre, aucun volet, aucun tome. Car l'essence de l'impuissance est l'acidité de son poison sans remède, rendant stérile l'émancipation de nos corps, nos cœurs, nos esprits, nos désirs. Il serait donc bien triste, en se contentant de ces quelques lignes, de dérober encore un peu de temps pour le rendre vain, lui aussi. Dénoncer la fin d'une histoire sans postérité, si ce n'est le chaos, le néant, le rien. Ce geste d'écriture exprime au contraire
le souhait d'imaginer un autre récit sans point final à l'interrogative, un besoin de penser, un refus d'obstacle face à une capacité d'agir se consumant, une quête de souffle répandu par une respiration collective, une envie de formuler des questionnements pour bâtir peut-être des ponts de réponse entre soi et les autres, des ponts enjambant l'horreur et nous élevant à des hauteurs depuis lesquelles nous serons mieux visés pour l'anéantir. L'espoir de faire de l'impuissance le moteur de quelque chose de créateur. Toute bonne pensée introductive saurait donc dérouler dans l'intelligence du superficiel et du consciencieux l'ébauche d'une réponse au fameux « comment en est-on arrivé là ?» Viendrait inévitablement le ton amer et fataliste dont s'arme celui qui se propose au savoir. Viendraient naturellement les grands mots, ceux qui hérissent et indisposent, tant ils furent employés sans que rien ne change. Ils restitueraient le constat d'une soumission massive, causée par un capital vorace, dont l'appétit s'accommode de tous les régimes, totalitaires, démocratiques, théocratiques, et s'invite à la table de chaque foyer, économique, social, religieux, intime, dont l'intégration séculaire guide nos rapports sociaux jusqu'à enterrer nos valeurs humaines. Il rappellerait comment les puissances libérales réinventent les gestes chers de liberté et d'émancipation. Le féminisme, l'écologie, l'antiracisme et autres nobles causes se désarticulant, s'imprégnant du goût fétide de l'affranchissement par la consommation et l'individualité souveraine, ou l'ego roi, et devenant diversions idéales vers lesquelles orienter la lumière, afin de jeter l'ombre sur toute critique profane d'un système souverain et de l'autopréservation assidue de sa classe. Il rappellerait comment les puissances religieuses réinventent l'essence de la beauté du sacré et du divin, les prédicateurs en leur faveur galvanisant des soldats nourris de haine pour l'amour de Dieu au service de l'armée de l'obscurantisme, celle qui préservera la mainmise des dirigeants pour eux et eux seuls sur les ressources convoitées par cet ennemi venu d'ailleurs. Ces mots sauraient démontrer que le capitalisme en personne ébranle cette faille entre Orient et Occident, couturier officiel des étendards héroïques de chacun, anti-impérialiste pour l'un, antiterroriste pour l'autre. Il commenterait son union éperdue avec le ruissellement torrentiel des idéologies d'extrême haine et leur accès au pouvoir par-delà les frontières qu'aucune autre bourgeoisie politique et institutionnelle ne s'emploie à décimer. Le danger identitaire incarnant pour elle un étendard de plus à brandiller fièrement sur l'énième front d'un combat simulé. Le résumé serait court et ne s'arrêterait pas là, car ce constat, même s'il eût été exhaustif, ne suffirait à enliser notre résilience dans les méandres de l'abdication. Car l'impuissance triomphe plus tard, lorsque l'on se rappelle comment notre monde transige avec celles et ceux
qui s'y opposent, avec celles et ceux qui osent en rêver un autre. Depuis toujours, la répression s'est appliquée à nourrir les avancées des savoirs anatomiques et psychologiques de l'être humain, afin de scléroser les révolutions naissantes. Même sous couvert de démocratie, elle ne s'est privée d'aucun moyen, ni d'effronterie, quant aux récits qui justifiaient ces atrocités. Mensonges, pression, menaces, humiliation, manipulation, corruption, censure, soumission chimique et médicamenteuse, internement, emprisonnement, torture, viol, exécution sommaire ou progressive. Invoquer la barbarie des régimes lointains et autoritaires où la bavure irréfléchie des nôtres n'est-il pas le prestige auquel l'illusionniste nous demande d'applaudir ? Rien n'est ici pareil à la morale silencieuse du félin qui s'amuse de l'agonie de sa proie, ni à la crue fortuite de la rivière répondant à l'assaut du déluge. La répression est un enseignement, une doctrine à transmettre minutieusement à ceux qui l'exécutent. Elle est un champ de recherche au sein duquel s'opposent plusieurs écoles dont la porosité permet un certain nombre d'alliages. Des pouvoirs se réclament de la terreur, quand d'autres adhèrent à la chimère, tous y trouvant le compte égalé de la soumission. La répression, qui n'est que l'excroissance de la félicité allouée par le trône, s'apparente à un travail de longue haleine, en proie à des régénérations constantes. Car ces méthodes sont faillibles, et l'histoire en a souvent révélé les fragilités. Les secrets se découvrent et attisent la contestation. La torture dote celles et ceux qui y survivent d'une force mystique, inexpugnable. La figure du martyr alimente l'esprit de revanche, la censure est le terreau fertile des arts libérateurs. Et désormais, la propagation du soulèvement et de la subversion est en possession, dans le décor infini de notre monde connecté, d'un pouvoir de déferlante. Alors, quelle meilleure défense que de tarir la source même de ces inévitables débordements. On en revient à aujourd'hui, au joyau que semble incarner notre époque dans l'achèvement de ce but, celui de court-circuiter le réseau de nos émotions et de nos raisonnements, de notre langage et de notre mémoire. D'aucuns, sachant que les évolutions technologiques confèrent à qui les possède des vertus inégalables en matière de maîtrise neurocognitive, celle d'entériner notre rapport aux images qui, déversées en un flux constant, aux rythmes et contenus sciemment ordonnés, dévorent le temps de notre réflexion et abîment notre perception du monde sensible. De réinventer le récit, transformer l'histoire, de s'emparer de la gloire du savoir ignorant, d'enseigner la grâce des pas raboteux de la méfiance et du mépris. Jeter l'opprobre sur les sempiternels idéalistes, l'utopie n'ayant pour épaisseur que celle d'un nuageux relent de naïveté. Terrorister les fustigeurs ingrats, hooligans et fanatiques, hallucinant les foudres prétendues d'un système mortifère. S'enrichir de l'aubaine monétaire des fausses controverses. Vendre à la cupidité du diable les mots aux parfums subversifs. Dompter les esprits vifs
et le plus tôt possible, car les enfants sont veille de l'adversité. Abandonnant en pâture les miettes restantes de notre mémoire au vautour de la désinformation, délayant le fond de marmite de notre logique dans le festin des discours décongelés et des opinions prémâchées. Tout cela reviendrait donc à dire que l'œil du cyclone se tient bien là, dans les abysses de nos propres regards, dans les reflets de ce qu'il nous est donné à voir, regardant sans savoir, percevant sans agir, prisonnier du spectacle, amante et amant de l'extériorité. Les voici donc, ces quelques lignes dont l'encre bulle gonflée par l'amertume et le vague à l'âme, celles dont nous voulions nous préserver, mais qui pourtant s'évadèrent de notre répulsion à les écrire. Peut-être est-il possible d'en percevoir les quelques utilités. Observez premièrement que si l'impuissance est le dernier maillon de cet engrenage dépossédant, c'est qu'elle n'existe que par le récit qui la précède. Si elle incarne la conclusion d'un regard global sur un monde asservi, peut-être se désagrège-t-elle alors grâce à notre évasion de la ronde infinie de sa formulation. Peut-être n'est-elle qu'une émotion parmi tant d'autres, un manque de distance nous indiquant que regarder ne nous empêche pas encore de ressentir, que nous en croisons d'autres au bord du chemin virtuel de nos fils d'actualité, des émotions qu'il suffirait peut-être de cueillir pour sortir du spectacle, de contempler à plusieurs, d'arroser de pensées et de perspectives fécondes. Que le rêve et l'imagination ne sont pas l'apanage du conte et de la fiction, mais un moyen de se détacher de l'histoire. L'histoire que l'on conçoit elle aussi comme une valse indémodable d'attendu, au regard de ce qui a déjà été dansé. Mais qui nous la raconte et autour de quelle mémoire se cadence-t-elle, sinon celle des guerres aux partenaires interchangeables? Cette fatalité de voir inéluctablement fleurir, à la cime de chaque coup tranché du monstre de nouvelles hydres, toujours plus redoutables, n'est-elle pas paradoxale avec notre conscience parallèle que c'est aussi de notre asservissement que se gave la bête? L'existence de ces lignes appelle aussi à méditer une impression d'emphase, liée au privilège de se réserver la posture clairvoyante et désillusionnée de la critique d'un système. Sans le désavouer, et avant d'en faire le procès, les écrire permettent de déployer un constat dans le constat, celui que les mots posent problème, tant les plus fondateurs ont été dépouillés de leur sens. La révolution est désormais du côté de la technologie, de la science et du cosmétique. Tout comme l'amour, la joie, la beauté, le vivre ensemble, qui autrement se relèguent au vocabulaire des hédonistes crédules. Tandis que capital et communisme incarnent l'exagération et le danger du fantasme des radicaux. Mais, au risque de se répéter, de se confondre, de trébucher, n'est-ce pas en s'évertuant à donner du poids aux mots, car les mots font esprit, acte et conversation,
que se perforeront les couches superficielles de l'aveuglement et de la soumission. Comment ne pas nous priver de notre pensée si le langage se résume à de virtuelles bulles de 140 caractères? Comment faire imagination et action collective si nous cultivons le rejet des mots laissés aux mains d'une idéologie dominante? Car telle est leur puissance, celle d'inverser les rôles et de faire du consensus un dogmatisme qui ne dit pas son nom. Un consensus à sens unique, une uniformisation autorisant pour seul débat celui réactionnaire scandant qu'on ne peut plus rien dire. Qui donc ne peut réellement plus rien dire? Quels autres discours que les idéaux révolutionnaires sont aujourd'hui élevés au rang d'objet du vice, de la désuétude et de la calomnie? Que faire de notre incapacité à exister, car même les mots qui sont normalement nôtres ont été récupérés comme contre-champs absurdes d'une vérité absolue, impossible à remettre en question, au point de nous-mêmes les mépriser? Faut-il se livrer au combat de revivifier les mots, les remplacer par d'autres, en inventer de nouveaux? Cela nous préviendrait-il d'en être dépossédés encore et de faire le jeu médiocre d'une société qui transforme l'efficacité du slogan en accroche commerciale? Impuissant, je rejoins comme toujours les territoires du poème, conclut Elias Sambar, écrivain d'une terre volée. Peut-être ce slogan est-il porteur d'un souffle de réponse. Si les mots, isolés, demeurent poreux et vulnérables, alors, soudés par la phrase, ils seront invaincus. Car c'est peut-être dans l'harmonie d'un vers, la finesse d'une description, la précision d'un développement, la lumière d'un échange, que l'on répare l'espoir de conquérir le temps, asservi par des impératifs de survie ou galvaudé par la poursuite de rêves appauvris.